Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première édition du retour de congrès organisé par l'AFEF avec le soutien de nos partenaires industriels que nous remercions. Je m'appelle Nathalie Gann, je suis pathologue à l'hôpital Avicenne et j'ai le plaisir d'être entourée ce soir par Isabelle Rosa, qui est hépatologue, comme tout le monde sait, au CHIC de Créteil, et Lucie Meunier, qui est pathologue à Montpellier. Alors, au programme ce soir, deux interventions. La première de Lucie, qui a sélectionné quelques communications des pathologies. Alors, le choix a été difficile, hein, mais nous sommes contraints par le temps. Lucie a dû se limiter à 7 communications qu'elle présentera. Et à l'issue de chacune de ces communications, il y aura 2 minutes de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat, hein. Il faut que ça soit interactif. Et au bout de 45 minutes, nous céderons la parole à Isabelle Rosa qui va nous faire un résumé du symposium Femmes et foi qui s'est tenu le samedi 18 mars, qui était le symposium AFEF pendant les journées francophones. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Il faut vraiment qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations. On le fera avec plaisir. Et je laisse tout de suite la parole à Lucie. Bonsoir à tous, merci Nathalie, merci à la FEF de m'avoir proposé de vous faire ce retour de congrès des GIFOT qui se sont déroulés il y a quelques semaines. Donc effectivement, le choix était difficile et on commence tout de suite avec une première communication qui concerne les substances perfluoroalkylées ou PFAS, donc une communication présentée par Clémence Canivet de Angers. Et donc, les substances perfluoroalkylées, peut-être que vous en avez déjà entendu parler sous le terme de polluants éternels. C'est des substances donc, qui sont produites depuis les années 40 aux États-Unis, qui ont la caractéristique d'avoir une association entre un fluor et un carbone qui permet une association qui perdure dans le temps et qui résiste à la chaleur. Et donc, c'est des substances chimiques qui sont utilisées, par exemple, pour les revêtements de poils, pour les habits inifugés ou pour les habits imperméabilisés. Et donc, ces substances, elles persistent très longtemps dans le temps et vont contaminer la terre, l'eau, les aliments et donc les aliments qu'on va ingérer. Donc, il existe différents groupes de PFAS selon le groupe hydrophile qui leur est rattaché. Et il existe plus de 4000 PFAS différents qu'on peut retrouver dans le sol, dans l'eau ou dans les aliments. Il y a déjà eu des publications sur l'association NAFLD et PFAS, mais il y a trois papiers publiés sur le sujet, avec à chaque fois des populations particulières, des patients obèses et des résultats qui sont un petit peu controversés. C'est donc dans ce contexte que l'équipe d'Angers a recherché des associations entre la concentration sérique de PFAS et la sévérité de la NAFLD chez des patients de Angers, de la cohorte de Angers. Ils ont sélectionné une centaine de patients avec des caractéristiques différentes pour avoir une population hétérogène en termes de sévérité, avec donc 25 patients qui avaient juste une stéatose et une fibrose minime, 25 patients avec une early NASH, 33 patients avec une NASH avec de la fibrose avancée et 17 patients avec une cirrhose. Ils ont détecté par chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse 17 PFAS chez ces patients. Et donc, voici les résultats. Donc, vous avez là les différents composants substances chimiques qui ont été testés. Vous avez la proportion de patients chez qui ces substances ont été détectées positivement. Et donc, vous voyez déjà que 9 des 17 polluants ont été détectés chez plus de 50% des patients. Ensuite, ils ont regardé en détail si ces polluants étaient associés aux différents composants de la NAFLD avec l'inflammation, la stéatose ou la fibrose. Et donc, en analyse multivariée, la seule association qui persiste après analyse ajustée sur l'âge, le sexe, l'IMC, le diabète et la dyslipidémie, c'est l'association du PFHAPA avec la stéatose. Donc le PFHAPA, c'est l'acide perfluoroheptanoïque qui a déjà été détecté et qui est déjà associé à l'augmentation de l'incidence du diabète gestationnel, également du diabète de type 2, et là dans cette étude associée à la stéatose de grade 3. Le mécanisme de toxicité ou de mécanisme d'action n'est pas vraiment élucidé pour le moment, mais on sait qu'il ressemble à un cousin qui est le PFOA, l'acide perfluorooctanoïque, qui diffère d'un seul carbone. Et ce PFOA, il a déjà été retrouvé pour pouvoir induire de la stéatose chez des souris qui avaient été traitées par PFOA en altérant les voies du métabolisme lipidique.
Donc ces résultats, même s'ils sont préliminaires, ils sont très intéressants, ce d'autant plus qu'on voit de plus en plus les PFAS qui sont présents dans de nombreux prélèvements partout en Europe. Et donc c'est très intéressant de pouvoir comprendre et connaître l'association avec les maladies, notamment l'ANAFLD chez ces patients. Merci Lucie. Donc c'est très intéressant, mais c'est un petit peu inquiétant aussi, hein, parce qu'il y en a partout, dans l'eau de boisson, etc. Est-ce que tu peux nous dire, donc on n'a pas encore de questions sur le chat, donc est-ce que tu peux nous dire si, donc il n'y a pas de groupe contrôle hein, dans cette étude, est-ce que les concentrations qui ont été observées chez les patients sont le bon reflet de ce qu'on trouve dans la population générale, par exemple, ou est-ce que les taux sont disproportionnés? Alors, c'était pas présenté dans les résultats, mais effectivement, Clémence l'avait précisé lors de la communication que les taux retrouvés étaient concordants de ceux qu'on retrouvait dans la population générale. En revanche, c'est des taux dans le sérum et donc on n'a pas les dosages ou l'exposition finalement dans le foie. Donc, je crois que pour ces patients, ils ont tous des biopsies hépatiques et je crois que la prochaine étape, c'est probablement de trouver la corrélation entre les taux sanguins et les taux hépatiques pour essayer de peut-être mieux comprendre ces associations. Oui, oui, ça serait effectivement une étape importante. L'autre élément qui est important, est-ce que je crois que ça a été précisé lors de la communication, est-ce que tu peux le repréciser? Est-ce qu'on a des données alimentaires et des données sur le mode de vie pour ces patients-là? Et non, malheureusement, on n'avait pas de données. C'est leur cohorte un peu ancestrale où ils ont il y avait 500 patients et donc ils ont sélectionné un petit échantillonnage de patients. Mais effectivement, ça serait très intéressant parce que c'est le mode de contamination principal d'avoir vraiment un détail de l'alimentation et du mode de vie chez ces patients. Donc effectivement, c'est probablement la prochaine étape. Mais là, pour cette étude-là, on n'avait pas ces résultats-là. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat. Je te propose de passer à la deuxième communication que tu as sélectionnée. Parfait. Donc, on passe maintenant à l'alcool. Peut-être que vous êtes déjà à l'heure de l'apéro. Et donc, le dépistage de la fibrose en unité d'addictologie, c'était l'étude Fibre Addict présentée par Armand Abergel de Clermont-Ferrand. Donc, comme vous le savez, la consommation excessive d'alcool est la première cause de décès hépatique en France. C'est également la première cause de transplantation hépatique. Et donc, probablement qu'un diagnostic précoce de la fibrose avancée chez ces patients permettrait de mieux détecter le carcinome hépatocellulaire, l'hypertension portale et peut-être de réduire la mortalité et la transplantation hépatique. Donc, le but de cette étude était, chez des patients hospitalisés en unité d'addictologie pour une cure de sevrage, de réaliser une mesure de l'élastométrie et du CAP en début de cure et de vérifier la corrélation avec la fibrose avancée ou l'absence de fibrose chez ces patients. Donc, 206 patients ont été inclus, 73% d'hommes, de moyenne d'âge 48 ans, assez jeunes. C'était des patients qui avaient une consommation d'alcool assez importante, hein, plus de 200 grammes par jour. Et donc, ils avaient tous une élastométrie en début de cure. Et pour les patients dont l'élastométrie était entre 10 et 25 kilopascal, une deuxième mesure était réalisée à la fin de l'hospitalisation en fin de cure. Donc, voici les résultats principaux. 212 patients initialement, mais 6 ont été exclus puisqu'ils n'avaient pas eu de mesure en fin de cure de sevrage. Donc, parmi les 206 patients analysés, 179, donc une large majorité, avaient une fibrose mesurée par élastométrie inférieure à 10 kilopascal initialement et donc étaient classés dans la catégorie pas de fibrose avancée. Ils n'avaient pas de nouvelles mesures à la fin de leur cure. Pour 15 patients, l'élastométrie était supérieure à 25 kilopascal et cela, donc ça représente 15 patients, puis au total 20, étaient classés dans la catégorie fibrose avancée. Et enfin, pour 18 patients, la mesure initiale était classée entre 10 et 25 kilopascal. Et donc, là, une deuxième mesure a été réalisée en fin de cure de sevrage. Pour 7 des patients, finalement, la mesure a diminué sous la barre des 10 kilopascal et était classée dans la catégorie pas de fibrose avancée. Et pour 5 des patients, la mesure restait au-delà de 25 kilopascal et donc était classée dans la catégorie fibrose avancée. Donc ensuite, ils ont regardé chez ces 20 patients avec fibrose avancée si d'autres tests non invasifs auraient pu permettre de dépister une fibrose avancée par une autre technique. Donc ils ont regardé la baisse du TP, le FIB4 supérieur à 2,67 et le rapport ASAT sur ALAT. Les résultats étaient initialement plus élevé chez ces patients avec fibrose avancée. En analyse multivariée, finalement, seul le FIB4 et le TP inférieur à 85% restaient associés à cette fibrose avancée.
Secondairement, ils ont essayé de regarder si, il y avait un seuil d'âge, pour affiner un petit peu ce test et permettre de le proposer aux patients les plus à risque. Donc parmi les patients avec une fibrose avancée, tous avaient plus de 40 ans et 17 sur, 20 avaient plus de 45 ans. Donc en fin, d'étude de ces résultats, préliminaires, ils proposent un algorithme en fait de dépistage de la fibrose avancée chez ces patients avec consommation excessive d'alcool en unité d'addictologie, avec en première intention, une proposition d'utiliser le FIB-4 supérieur à 2,67 puisque finalement en analyse multivariée, c'était, significatif et que le FIB-4 est, bien sûr plus facile à calculer et à faire en routine que le FibroScan qui n'est pas toujours disponible dans toutes les unités. Dès que le FIB4 était supérieur à 2,67, il propose une deuxième étape par FibroScan et donc ça permet de réaliser le FibroScan chez une plus faible proportion des patients. Et en utilisant ces deux étapes, il permettait de dépister la fibrose avancée chez 17 patients. Et donc, chez ces patients, de proposer un suivi plus spécifique en addicto et en hépatologie. Et les patients avec sans fibrose avancée, un suivi en addictologie, en médecine générale. Donc, on retrouve chez cette population, qui est une population très spécifique, de consommateurs excessifs d'alcool, de patients plutôt jeunes, une fibrose avancée à peu près, chez 10% des patients hospitalisés en début de cure de sevrage. Le FIB4, qui a une bonne valeur prédictive négative dans cette population, permettrait de limiter le nombre de fibroscans réalisés en première intention si on l'utilisait comme filtre en première intention. Et au vu de la population qu'ils avaient dans cette étude et du seuil d'âge, ils proposaient donc de faire ce dépistage uniquement chez les patients après 40 ans. Merci beaucoup. Un petit commentaire sur l'algorithme qui est proposé. Est-ce que tu adhères à cette proposition? Est-ce qu'on pourrait faire à l'équipe de Clermont-Ferrand une suggestion supplémentaire? Effectivement, en fait, c'est des tests qui ont été faits qu'en début de cure et peut-être pour affiner, pour avoir encore moins de fibroscan à réaliser, peut-être qu'on pourrait proposer un deuxième FIB4 finalement en fin de cure. Dans la cohorte des patients, je ne l'ai pas noté là dans les résultats, mais 30% des patients avaient quand même des transaminases augmentées au début de l'étude et donc avant le début du sevrage. Et donc probablement que ces résultats augmentent un peu le FIB4. On peut imaginer qu'en fin de cure, les transaminases auraient probablement diminué, voire normalisé. Et donc peut-être que ça nous permettrait d'avoir un FIB4 plus précis en fin de cure. Oui, moi je suis d'accord. Enfin, on en a discuté ensemble. Je suis d'accord avec cette proposition. Tous les gens qui mettent en place en milieu hospitalier le calcul automatique du FIB4 voient qu'il y a beaucoup de tests qui sont faussement positifs et qui ont tendance à se normaliser après 2-3 jours d'hospitalisation parce que les transaminases baissent et où les plaquettes montent. Donc je pense que ça me paraît raisonnable si on veut effectivement limiter le nombre de fibroscans, de refaire ce FIB4 au bout de 3-4 jours d'hospitalisation, peut-être pas forcément à la fin de l'hospitalisation, mais au bout de 3-4 jours. L'autre chose, il me semble que dans cette étude, mais peut-être que je n'ai pas les bonnes informations, on ne connaissait pas la durée de sevrage. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un certain nombre de patients aient arrêté l'alcool avant l'hospitalisation en cure, et on ne connaissait pas la durée de sevrage. C'est bien ça? Exactement. En fait, donc c'est des patients qui rentraient en unité d'addictologie pour le sevrage. Les mesures étaient réalisées dans les premiers jours, mais effectivement, si c'est des patients qui avaient commencé à diminuer leur consommation ou à la stopper complètement au préalable, ça, les données n'étaient pas disponibles. Alors, il y a une question dans le chat qui est: quel est le taux de faux négatif avec un FIB4 inférieur à 2,6? Oula, alors peut-être que je peux retourner sur les résultats. Je ne sais pas si je vous les ai affichés. En fait, tu nous as dit que tu avais une valeur prédictive négative qui était à 96%, hein, c'est ça? À peu près 97%. Donc finalement, on n'est pas tellement ennuyé avec les faux négatifs, on est surtout ennuyé avec les faux positifs avec le FIB4. Alors, il y a plein de questions là qui arrivent tout d'un coup. Quid des patients qui avaient entre 1,35 et 2,67 de FIB4 qui peuvent avoir une fibrose avancée? Effectivement, donc là, on n'avait pas les données affinées. Ils avaient uniquement utilisé le seuil de 2,67, mais probablement, effectivement, que si on utilise le FIB4 en première intention, il va falloir regarder un peu plus en détail les différents seuils. Mais on n'avait pas les résultats là dans la communication. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup.
Et donc, je propose de passer à la communication suivante, s'il te plaît. Alors, on continue dans les hépatopathies, bien sûr, avec donc là une communication qui nous a beaucoup intéressés concernant l'efficacité vaccinale des patients cirrhotiques. C'était une communication de Mélissa Lucas de l'équipe de Nancy. Donc, comme vous le savez, les patients cirrhotiques ont des recommandations vaccinales qui diffèrent un petit peu de la population générale, avec une recommandation de réaliser la vaccination contre l'hépatite A, l'hépatite B, le pneumocoque, la grippe de façon annuelle, le DTP avec un rappel tous les 10 ans, et puis maintenant le Covid-19. On sait que pour, par exemple, l'hépatite B, la réponse vaccinale en cas de cirrhose, elle est assez faible. Il y a eu quelques travaux qui se sont intéressés à ça. Et en général, c'est de l'ordre de 25% dans cette population. On a très peu de données, voire aucune donnée, pour le pneumocoque, la diphtérie et le tétanos sur la réponse vaccinale chez nos patients cirrhotiques à ces 3 vaccins-là. Et donc, c'était l'objectif principal de l'équipe de Nancy de décrire l'immunogénéicité des vaccins contre le pneumocoque, la diphtérie, le tétanos chez les patients atteints de cirrhose. Donc, ont été inclus dans l'étude les patients cirrhotiques vus en consultation au CHU de Nancy, non vaccinés contre le pneumocoque, ou en tout cas sans notion de vaccination contre le pneumocoque, sans vaccination récente contre le tétanos et la diphtérie entre 2018 et 2021. Les patients étaient vus en consultation, ils étaient interrogés. Il y avait un premier dosage du taux d'anticorps prévaccinal qui était réalisé à ce moment-là. Et dans la suite de la consultation, une première série de vaccinations avec le vaccin antipneumococcique 13 valences, l'antipnététanos et l'antidiphtérie à ce moment-là. 2 mois plus tard, les patients avaient le rappel vaccinal avec le pneumocoque 13 valent 2 mois plus tard. Et puis, après 6 mois, un deuxième dosage du taux d'anticorps post-vaccinal qui était réalisé pour les 3 vaccins. Donc, 120 patients ont été inclus, une majorité d'hommes, d'âge moyen 64 ans et des cirrhoses plutôt compensées, des patients vus en consultation avec un MEL de médian à 8. Donc, voici les résultats pour chacun des vaccins. On commence par le tétanos. Donc, vous avez en bleu les valeurs du taux d'anticorps dosé avant le rappel, avant la vaccination, et en orange, le dosage des anticorps réalisé à 6 mois après le rappel vaccinal. Donc, pour le tétanos, avant l'injection de vaccin, vous voyez donc en bas dans le petit tableau que seulement 3,4% des patients étaient pas du tout protégés et qu'on avait déjà un taux de protection de ces patients à long terme pour plus de la moitié. Quand on regarde le taux d'anticorps 6 mois après l'injection de vaccin, le taux de patients non protégés reste à ce moment-là très très faible, moins de 1% des patients. 63% des patients qui sont protégés à long terme avec donc un taux de protection qui était considéré comme suffisant, supérieur à 1 UI par millilitre, et un tiers des patients qui gardaient une immunité partielle entre 0,1 et 1 UI par litre. Concernant la diphtérie, on a des résultats très très différents. Comme vous pouvez voir, donc toujours en bleu les patients, le dosage des anticorps avant vaccination, en orange 6 mois après vaccination. Donc initialement avant vaccination, pour la diphtérie, plus de la moitié des patients sont non protégés, un tiers des patients ont une immunité partielle et moins de 10% des patients avaient une protection à long terme. Quand on regarde 6 mois plus tard, une grande proportion de patients restent non protégés malgré le rappel vaccinal, donc un tiers des patients qui restent absolument non protégés, la moitié des patients qui ont une immunité partielle et un faible pourcentage de patients qui arrivent à obtenir une protection sur du long terme considérée comme suffisante, supérieure à 1 UI par millilitre. Donc des résultats assez discordants pour les 2 types de vaccins. Concernant le pneumocoque, donc ils ont regardé par sérotype le taux vaccinal, enfin le taux de réponse d'anticorps avant vaccination, après vaccination. Donc la protection prévaccinale variait de 32,5 à 80,8% selon le sérotype. Et la protection vaccinale variait après la vaccination entre 70 et 94,2%, avec pour chacun des sérotypes une augmentation du taux d'anticorps après vaccination. Donc cette étude, elle nous rappelle plusieurs choses. Déjà que la vaccination chez les cirrhotiques, et il faut essayer de s'y tenir, et c'est pas toujours facile de penser au cours de la consultation à prévoir les rappels vaccinaux ou à poser la question.
Probablement qu'il y a des travaux également pour améliorer en fait l'information, puisque les patients souvent ne se souviennent pas s'ils ont été vaccinés et si oui, à quelle date. Donc il y a probablement un travail à faire pour essayer d'améliorer cette information. Et puis, comme on le voit là pour ces 3 vaccins, donc le tétanos avec, après un rappel finalement, 63 des sirotiques qui sont protégés à long terme. Pour la diphtérie, c'est très faible et seulement 11 des patients sirotiques protégés. Et pour le pneumocoque, selon les sérotypes, une protection vaccinale qui varie entre 70 et 94. Merci beaucoup, Lucie. Une communication très intéressante qui a été primée dans la session dans laquelle elle a été présentée. Alors, ça suscite beaucoup de questions. D'abord, on ne comprend pas très bien finalement pourquoi il y a des réponses vaccinales si différentes entre tétanos pneumocoque d'un côté et puis diphtérie, qui n'a pas l'air de très bien être, qui n'a pas l'air d'être un vaccin très immunogène chez les sirotiques. Et puis, je suis pas sûre qu'il y ait d'explication pour ça. Enfin, je suis pas sûre que les orateurs nous aient donné des explications. Je ne sais pas si tu as regardé depuis. Ils avaient regardé effectivement s'ils retrouvaient pour chacun des vaccins des facteurs de réponse ou des facteurs de protection. Et en fait, ça varie beaucoup d'un vaccin à l'autre. Par exemple, pour le pneumocoque, on retrouvait la fonction rénale qui était associée à une moins bonne réponse. Mais pour les autres vaccins, il n'y avait pas vraiment d'éléments qui ressortaient. Parce qu'en pratique clinique, enfin moi j'ai jamais vu un sirotique avec une diphtérie. Je pense que j'ai jamais vu une diphtérie comme ça. Je suis assez tranquille de toute façon, mais c'est pas un problème clinique en fait la diphtérie chez le sirotique en tous les cas en Occident et en particulier en France. Alors il y a un autre élément qui est très alors voilà, bien sûr on me pose la question, je te la pose. Hein. Quelle est l'incidence de la diphtérie en France? C'est une très bonne question dont je n'ai Voilà. pas la réponse. Effectivement, alors je pense que c'est une maladie qui est pas complètement éradiquée, mais en France, ça reste quand même assez faible. Je pense que chez le patient sirotique, la diphtérie, c'est pas forcément le principal problème. En revanche, le pneumocoque chez le patient sirotique, ça reste quand même assez l'incidence, alors que je connais pas du tout par cœur, mais est quand même assez importante. Et donc chez le patient sirotique, ça vaut le coup de le vacciner, surtout quand on voit ces résultats de protection vaccinale après les 2 rappels, 13 valences et 23 valences. Et je pense qu'on y pense, enfin en tout cas pour ma part, pas systématiquement, en tout cas pas suffisamment. Oui, on va revenir là-dessus. Juste une petite question de Jean-Pierre Zarski qui nous dit est-ce que le MELD modifie la réponse? Alors, c'était regardé dans les facteurs et non. Alors, il y avait que pour le pneumocoque où il y avait une variation de la réponse en fonction du MELD, mais on n'avait pas plus de détails. C'était juste signalé comme facteur. Par contre, pour le tétanos, la diphtérie, de mémoire, ça ne ressortait pas. Un petit commentaire quand même. On est assez surpris du taux d'anticorps protecteurs pré-vaccinal en ce qui concerne le pneumocoque, quand même. 32 à 81%, c'est énorme. Donc, a priori, pour être inclus dans cette étude, il fallait que le patient n'ait pas été vacciné. Et là, ça soulève 2 problèmes. Soit c'est des patients qui avaient été vaccinés d'1 ou 2 injections, mais qui ne s'en souvenaient pas. Et en fait, c'est vrai qu'on ne voit jamais forcément les patients systématiques avec leur carnet vaccinal. Donc, c'est là où il y a peut-être un travail à faire pour que vraiment cette information soit vraiment toujours retrouvée dans le dossier médical du patient. Et peut-être des patients qui avaient été en contact avec le pneumocoque, c'est d'ailleurs probablement plutôt l'explication, mais sans qu'on ait de diagnostic précis dans leurs antériorités et du coup une protection qui s'était installée. Et alors, au plan pratique, comment on peut faire pour améliorer la traçabilité de ces vaccinations? Parce que c'est vrai que on est un peu ennuyé, hein. Donc, comment tu fais, toi, en pratique, pour t'assurer de la traçabilité de la vaccination de tes patients? Tu as des carnets, tu notes dans ton dossier informatique, il y a des onglets spécifiques. Donc nous, on a dit Xcare à Montpellier. En fait, il y a 2 ans, on avait fait la semaine de la vaccination dans le service. On s'était rendu compte que c'était catastrophique. On avait fait sur une semaine pas le taux d'anticorps de vaccination, mais juste si les patients étaient au courant de la dernière vaccination qu'ils avaient eue et si le médecin était au courant et si on était à jour. Donc on avait regardé ça pour les patients Mickey transplantés et sirotiques. Et donc en fait, on avait des résultats vraiment catastrophiques. Donc on essaye d'améliorer les choses pour les patients transplantés. On fait une consultation spécifique avec un infectiologue qui met à jour le calendrier vaccinal. Et maintenant, il y a un onglet qui existe pour les médecins qui utilisent DXCare qui s'appelle calendrier vaccinal. Et en fait, on peut enregistrer effectivement chacune des injections qu'on fait quand le patient nous le rapporte. Mais il faut prendre la peine de le noter et de le regarder à chaque fois. Très bien, merci beaucoup.
Et on a la réponse sur la diphtérie éradiquée en France. C'est Santé publique France qui nous répond. Donc finalement, si nos scientifiques répondent pas très bien, c'est peut-être pas très grave. Merci pour cette réponse. Nous allons passer à la communication suivante, si tu veux bien, Lucie. Alors, on passe donc aux complications de la cirrhose et notamment de l'hypertension portale, avec cette communication concernant les hémorragies sur varices gastriques, présentée par Jean-Paul Cervoni de l'équipe de Besançon. Donc, comme vous le savez, les varices gastriques sont présentes chez 20% des patients avec une hypertension portale. Les résultats de l'observatoire Choc nous avaient rapporté que 11% des hémorragies sur hypertension portale au cours de la cirrhose étaient secondaires à des varices gastriques et que ces hémorragies étaient plus sévères et plus difficiles à traiter. Les recommandations de Baveno-7 récemment laissent pour l'instant une place encore non déterminée sur le rôle du TIPS préemptif chez ces patients, comme ça pourrait être réalisé pour les patients avec varices œsophagiennes et hémorragie sur varices œsophagiennes. Et donc, c'est dans ce contexte qu'a été réalisée l'étude GAVA-PROSEC, qui avait bénéficié d'un PHRC en 2017. GAVA-PROSEC, c'est donc un essai randomisé multicentrique qui compare 2 stratégies pour prévenir la récidive hémorragique sur varices gastriques, avec le TIPS préemptif ou l'oblitération par col. Donc, voici le schéma d'inclusion dans cette étude. Donc, les patients pouvaient faire une première hémorragie sur rupture de varices gastriques qui était encollée. Puis, s'ils étaient stables dans les 3 jours, ils étaient randomisés dans le bras ou TIPS préemptif ou nouvelle endoscopie pour peut-être une nouvelle injection de colle. Et donc, ensuite, surveiller 12 mois pour évaluer la survie et la survie sans hémorragie. Donc, les résultats que nous présentait Jean-Paul Cervoni au GIFOD ne sont pas les résultats définitifs puisque les derniers patients viennent d'être inclus dans GAVA-PROSEC. Donc, on n'a pas encore le recueil et le recul pour le suivi après 12 mois. Mais on a déjà des données donc sur la mortalité et sur la survie sans récidive hémorragique. Donc, on avait 102 patients qui ont été inclus, une majorité d'hommes, 81%, de cirrhose éthylique pour 84%. Des cirrhoses child B ou C pour la grande majorité, plus de 80% également, des patients à haut risque dans 41% des cas. Les patients à haut risque, c'était les patients child B avec saignement actif ou child C, des taux d'utilisation de l'histoacryl ou du Glubran qui étaient à peu près comparables. La moitié des patients avaient aussi des varices œsophagiennes associées et 20% avaient été ligaturés. Et donc aussi 30% des patients qui avaient une gastropathie d'hypertension portale. Donc parmi les 102 patients, une large majorité avaient des varices œsogastriques de type 2, 48% IgV1 et pas d'IgV2. Donc première information qu'on retire de cette étude, c'est les complications de l'encollage initial qui étaient finalement observées dans 19% des procédures, donc 11% de saignement per procédure et 6% de migration de col. Concernant la récidive hémorragique, elle était de moins de 10% à J5. Et concernant l'encéphalopathie, on a des taux qui sont assez faibles, à 12% à 1 an, en tenant compte bien sûr qu'il y a des patients qui ont été type C pour la moitié. Donc, voici les résultats de la survie sans récidive hémorragique. À J42, donc 6 semaines, 77% des patients n'avaient pas récidivé et à 1 an, 57% des patients. En analyse multivariée, les facteurs associés à la récidive étaient le fait d'avoir des varices à haut risque de récidive, donc Child B, saignement actif ou Child C, et le score de MELD. Donc, on attend avec impatience les résultats définitifs de GAVA-PROSEC pour positionner la place du TIPS préemptif dans les saignements sur varices gastriques. Cependant, ces premiers résultats nous apportent déjà des données concernant les complications de l'encollage qui sont quand même fréquentes chez ces patients. Le pronostic, je ne vous ai pas montré la survie globale, mais le pronostic chez ces patients était très bon, avec une survie à 6 semaines à 95% et à 1 an à 78%, meilleur que ce qui avait été rapporté dans la littérature. Et puis, bien sûr, voilà les résultats définitifs pour positionner le TIPS dans ce genre d'hémorragie digestive. Merci Lucie. Donc effectivement, on est très impatient d'avoir les résultats définitifs de cette étude et savoir s'il vaut mieux tipser les patients ou faire des encollages de varices gastriques. On n'a pas de questions et je suis pas persuadée qu'on ait beaucoup de questions sur cette communication. Tu sais comment est prévue la communication des résultats définitifs? On a une idée ou pas? J'imagine dans 1 an, puisque là, les derniers patients, donc il y a 104 patients au total, ont été inclus en février.
Donc D'accord. j'imagine qu'on aura les résultats l'année prochaine à la FEV, je l'espère, ou au GIFOD. Très bien. Alors du coup, ça nous laisse une question qui est posée dans le chat sur la précédente communication. Est-ce que l'étiologie de la cirrhose interfère avec la réponse vaccinale? C'était pas retrouvé dans cette étude, mais il y avait quand même une majorité de cirrhose éthylique. Mais ça ressortait pas dans les facteurs. Il avait regardé, ça ressortait pas dans les facteurs associés. Bon, peut-être parce qu'il y a effectivement un effectif un peu limité, même si l'étude était une jolie étude. Donc, on n'a pas la réponse dans cette étude-là, en tous les cas. OK. Eh bien, je te propose de passer à ta 5e communication sélectionnée. Au virus, et donc une communication sur l'hépatite B concernant le B-pyrovirsène, donc une communication présentée par Tariq Assela. C'est l'étude de phase 2B randomisée B-Clear qui a été publiée récemment dans le New England. Donc le B-pyrovirsène, c'est un oligonucléotide antisens qui permet la dégradation de tous les ARN du virus de l'hépatite B, et via cette dégradation de l'ARN, une diminution de la production des protéines virales et notamment de l'antigène HBS. Et donc le but, c'était d'obtenir une guérison fonctionnelle à 24 semaines après l'arrêt du traitement. Guérison fonctionnelle qui est donc définie par une charge virale négative et une perte de l'antigène HBS 24 semaines après l'arrêt du traitement. On va s'intéresser dans cette étude uniquement aux bras 1 et 2, qui concernaient donc 2 dosages de bepirovirsen. Donc le premier dosage 24 semaines à 300 mg, 68 patients qui ont été inclus. C'est une injection sous-cutanée par semaine. Et le deuxième bras qui, donc, au bout de 2 semaines, les patients basculaient sur une dose à 150 mg, toujours une injection par semaine. Donc, ont été inclus des patients qui avaient donc une infection chronique VHB, sous antinucléotides ou nucléotides, des transaminases qui étaient inférieures à 2 fois la normale, une charge virale faible et un antigène HBS supérieur à 108 par millilitre. Donc voici les résultats, c'est la seule diapositive de résultats que je vais vous montrer. Vous avez donc là les résultats concernant, donc on va regarder que les 2 premiers bras de traitement qui étaient les bras avec le bepirovirsen à 300 ou à 150 mg par semaine. Donc le brun, vous avez en orange le nombre de patients qui obtiennent une guérison fonctionnelle, donc 9% des patients. Si on tient compte des blips, qui sont donc les positivations de seuil entre 2 seuils négatifs, entre 2 dosages négatifs, 10% des patients qui atteignent la guérison fonctionnelle, et dans le bras 2, avec la modification de traitement en cours de route, 9% des patients. Donc, c'est des résultats très importants puisqu'on n'a aucun médicament actuellement dans l'hépatite B qui permet d'obtenir jusqu'à 10% de guérison fonctionnelle chez ces patients. La moitié des patients ont également développé des anticorps anti-HBS à la fin de l'étude. Et parmi les facteurs prédictifs d'obtenir cette guérison fonctionnelle, on retrouvait sans surprise le taux d'antigène HBS, donc inférieur à 1008 par litre au début du traitement, et l'IMC. Donc voilà, des résultats très très prometteurs du bepirovirsen. Je crois qu'une phase 3 est en cours ou va bientôt être mis en place pour confirmer ces beaux résultats, donc d'une guérison fonctionnelle qui est obtenue chez 10% des patients. Ça semble faible, mais actuellement, avec les traitements qu'on a, c'est moins de 5% des patients chez qui on peut obtenir ces résultats. Des résultats qui sont à confirmer probablement sur du long terme et voir si la guérison perdure dans le temps après les 24 semaines après l'arrêt du traitement. Donc, un taux initial d'antigène HBS bas qui était plus prédictif d'obtenir cette guérison fonctionnelle. Concernant la tolérance, un traitement qui est très bien toléré, quelques rougeurs au point d'injection, une augmentation transitoire des transaminases, mais qui était plutôt corrélée avec une baisse de l'antigène HBS, et donc un résultat très prometteur, et on a hâte de voir la suite et de pouvoir le proposer à nos patients. Oui, effectivement, c'est un nouvel espoir pour l'hépatite B, comme tu as intitulé cette communication. Donc manifestement, donc 10%, avec un traitement court, 24 semaines, 10% de clearance de l'antigène HBS, de guérison fonctionnelle, au prix d'une toxicité finalement qui est quasiment nulle. C'est une bonne tolérance, très bonne tolérance du traitement, et une injection par semaine. On n'a pas de données, tu l'as dit, on n'a pas de données de plus long terme pour savoir si ces réponses sont durables ou pas durables, mais on peut peut-être imaginer qu'elles le soient parce que c'est une molécule qui a aussi des propriétés immunostimulantes.
par l'intermédiaire d'une action médiée par le TLR8. Et ce qu'on ne sait pas très bien, c'est si on peut refaire d'autres cures chez ces malades-là. On n'a Pour pas l'instant, non plus. on n'a pas les données. Effectivement, c'est des durées de traitement qui doivent être limitées parce qu'il y a un risque quand même de toxicité sur du long terme. Donc, ce n'est pas des traitements qu'on peut donner sur des très, très longues périodes. Pour l'instant, c'était 24 semaines. Effectivement, à voir si le patient finalement repositive son antigène. Est-ce que c'est des traitements qu'on peut réitérer? Ça, on n'a pas encore la réponse. Et en termes d'efficacité, je ne sais pas si tu l'as dit, est-ce qu'il y avait des malades cirrhotiques ou des malades avec des fibroses hépatiques avancées dans cette étude? Alors ça, j'avais pas l'information, je crois pas. Je crois pas que c'était des patients avec fibrose avancée. Je veux Ouais, pas dire. donc il y a des questions qui restent encore ouvertes. La durabilité de la réponse, l'efficacité et la tolérance chez des gens qui ont des maladies du foie plus avancées. Mais c'est déjà effectivement un espoir important pour le chemin de la guérison fonctionnelle de l'hépatite B. Donc une très belle étude qui est déjà publiée et on attend, donc la phase 3 est en cours de recrutement, je crois, c'est ça? Très bien. La phase 3 est en cours de recrutement, Parfait. Lucie. Oui, oui, Tu m'entends? oui, oui. Ah, voilà. Hop, hop, hop. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Donc la phase 3 est en cours de recrutement. Ok, C'est bien ça? c'est ça. Eh bien, il n'y a pas de questions dans le chat et donc je te propose de passer à ta 6e communication, s'il te plaît. Allez, parfait. Donc pour terminer, on va terminer avec le carcinome hépatocellulaire, avec deux communications. La première concernant la cohorte française de carcinome hépatocellulaire CHIF. Donc, comme vous le savez, le carcinome hépatocellulaire est la 6e cause de cancer en France, avec des estimations du Globocan qui nous prédisent une augmentation de l'incidence de plus de 25% en 2040, avec également une augmentation de la mortalité, et donc des besoins pressants d'améliorer les connaissances en termes épidémiologiques et de prise en charge chez ces patients avec carcinome hépatocellulaire. Donc, c'était le but de cette cohorte, qui est une cohorte nationale prospective multicentrique en vie réelle des patients atteints de CHC. Pour être inclus, il faut avoir plus de 18 ans, la survenue d'un carcinome hépatocellulaire, donc un nouveau cas, ou alors un ancien cas de carcinome hépatocellulaire déjà diagnostiqué, mais avec un nouveau traitement intra-artériel ou un nouveau traitement systémique. Donc là, c'est Eric Nguyenka qui nous présentait donc les premiers résultats de la base gelée après 2 ans, donc de 2019 à 2021, des 2000 premiers patients. Après retrait des patients pour lesquels il manquait des données ou des patients qui ont retiré leur consentement ou des diagnostics erronés, 1640 patients ont été analysés. Donc, voici les premiers résultats que l'on peut tirer de cette grande base de données. Donc, l'âge moyen était de 68 ans, une large majorité, plus de 85% d'hommes, avec un IMC supérieur à 25 pour plus de la moitié. De façon un peu surprenante, 71% des patients qui avaient une cirrhose, donc des résultats inférieurs à ce qu'on connaît habituellement dans la littérature. En général, on retient que le CHC se développe sur des cirrhoses à 90%, donc des résultats un petit peu inférieurs dans cette étude. De l'hypertension portale qui était présente dans presque 40% des cas, avec des varices œsophagiennes chez 30% des patients. Et puis, une majorité de patients de Child 2A, 78%, et très faible proportion de patients de Child 2C. Donc, premier résultat concernant l'origine de l'hépatopathie. Comme vous le voyez, sans surprise, l'alcool reste en première ligne et on voit apparaître en deuxième incidence, en deuxième fréquence, le syndrome métabolique et donc la NASH et les virus qui diminuent sans surprise. Concernant les caractéristiques du carcinome hépatocellulaire, donc voici la répartition des CHC en fonction de la classification BCLC. Donc une répartition homogène des BCLC A, B et C, une faible proportion des patients BCLC 0 et encore plus faible des patients BCLC D, 3,20% des patients. Donc, concernant maintenant les premières lignes de traitement, 40% des patients avaient un traitement curatif, 36% un traitement intra-artériel, donc radioembolisation ou chimioembolisation, presque 20% un traitement systémique et pour 4% des patients un traitement palliatif. Concernant la survie globale, donc à noter quand même que la médiane n'était pas encore atteinte pour tous les patients, mais donc la survie globale à 12 mois qui est plus élevée que celle qui est décrite habituellement dans la littérature, qui était à 76,7%.
Et puis, si on regarde la survie en fonction des traitements, donc une survie à 1 an qui est à plus de 90% pour les patients traités en curatif, donc des résultats qui sont vraiment très impressionnants, 82% pour les patients traités en intra-artériel, et puis ça diminue bien sûr pour les patients traités en systémique, donc avec 57% de survie et 23,9% pour les patients en palliatif. Dernière information qui était aussi importante, on avait des données concernant le mode de découverte du carcinome hépatocellulaire, donc découverte de façon fortuite, lors d'une complication ou au cours du dépistage. Et donc, on voit que la survie dépend également du mode de découverte du carcinome hépatocellulaire, avec un meilleur pronostic pour les patients chez qui c'était découvert au cours du dépistage ou de façon fortuite, en comparaison aux patients qui étaient découverts en cours de complication. Donc, des données qui sont pour l'instant encore intermédiaires. Hein, on n'a pas, les inclusions sont encore en cours, mais sur les 2000 premiers patients inclus, donc une évolution épidémiologique du carcinome hépatocellulaire comme attendu, avec les causes métaboliques en deuxième intention derrière l'alcool. Peut-être donc le dépistage organisé qui associe un meilleur pronostic du carcinome hépatocellulaire au vu de ses résultats concernant la survie. Une survie à 1 an qui semble plus élevée que ce qu'on connaît habituellement, mais avec une médiane non atteinte. Un traitement curatif qui était quand même proposé en première intention à 40% des patients. Et puis des survies à 1 an, quel que soit le traitement, qui sont plus élevées que celles qu'on a des données du CNDS. Merci Lucie. Est-ce que tu es d'accord que cette cohorte, elle est quand même un petit peu biaisée, qu'elle ne reflète pas vraiment la vraie vie, parce que effectivement les résultats sont très différents de ce qu'on avait avec l'étude publiée en 2017 par Nathalie Goutet, où on avait une médiane de survie à 9,4 mois. Là, on voit quand même qu'il n'y a que 5% des patients qui sont de stade D. On voit quand même qu'il n'y a que 4% des patients qui ont un traitement palliatif. En fait, un best supportive care, ça reflète pas tout à fait notre patientèle. Tu es d'accord? Il y a probablement un biais d'inclusion parce que ces malades-là doivent signer un consentement et qu'on a peut-être des réticences à faire signer un consentement à des patients dont la maladie est trop évoluée. Tu es Effectivement, d'accord? l'objet des discussions qui ont fait suite de la communication, c'est probablement une sous-représentation des patients BCLCD, ce qui du coup biaise un petit peu les résultats en termes de survie qui sont bien meilleurs que ce qu'on connaît habituellement. Et donc parmi les propositions, c'est pas une diminution de l'incidence des patients avec BCLCD, mais c'est probablement un faible taux de recrutement, parce qu'effectivement c'est compliqué d'annoncer une prise en charge palliative à un patient et de le faire signer un consentement derrière pour l'inclure dans cette étude, même si elle est observationnelle. C'était dans les explications proposées. Parfait. Donc, il y a encore pas mal de patients en cours de recrutement. Hein. On va aller jusqu'à 5000 patients, a priori. Et on est, je crois, maintenant à 4000. Donc, on aura une actualisation de ces données très intéressante. Ça me laisse le temps juste pour une question. Il faut qu'on réponde à une question qui a été posée sur la communication précédente. La question concerne le traitement antérieur des patients, et donc on peut répondre que les patients étaient sous nuque stable ou sans nuque. Hein. Donc c'était pas que des patients naïfs. Hein. Et on n'a pas d'informations à ma connaissance sur ce qu'ils ont reçu par le passé en termes d'interférons, etc., etc. Mais ils étaient sous nuque stable ou sans nuque. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose de nous présenter ta dernière communication, s'il te plaît. On termine avec le carcinome hépatocellulaire post-transplantation, et donc une présentation proposée et présentée par Massi Ningarari. Donc le carcinome hépatocellulaire fait partie des indications de transplantation hépatique avec 29% des indications. La transplantation est proposée dans le traitement de 6% des CHC. On sait que la récidive à 5 ans, elle est à peu près stable dans le temps, elle est aux alentours de 12%, mais dès qu'elle survient, elle a un impact majeur sur les résultats post-greffe. Et donc, plusieurs défis se posent, à savoir donc le diagnostic de ces patients transplantés et donc le diagnostic de la récidive et les modalités de surveillance, les traitements, puisqu'on va voir que les récidives ne sont pas toujours hépatiques, et puis le pronostic de ces patients, puisque là, comme on
peut le voir, une mortalité qui est vraiment accrue en cas de récidive. Donc c'est dans ce contexte que l'équipe de Lille a coordonné une étude rétrospective observationnelle dont le but est d'inclure tous les patients dans tous les centres de greffe transplantés entre janvier 2008 et le 31 décembre 2020 qui ont malheureusement une récidive du carcinome hépatocellulaire post-greffe. Donc là, Massi nous présentait les résultats des 9 premiers centres qui ont été inclus et le but est de pouvoir continuer les inclusions pour avoir une cohorte plus importante. Donc voici les résultats des 255 premiers patients inclus. Donc on a des données déjà concernant le carcinome hépatocellulaire à la transplantation. La moitié des patients avaient un nodule de plus de 3 cm et 12% un nodule de plus de 6 cm au moment de la greffe. Un tiers des patients avaient plus de 4 nodules au moment de la greffe et presque un patient sur 5 avait un taux d'alpha-fétoprotéine supérieur à 100 nanogrammes par millilitre. À la récidive du carcinome hépatocellulaire en post-greffe, cette récidive survenait dans un délai médian de 23 mois, avec quand même, et ça c'est une information qui est importante, une récidive très précoce chez 12% des patients et une récidive beaucoup plus tardive après 5 ans chez 18% des patients. Quand la récidive survenait, elle était dans 60% des cas, elle concernait qu'un seul site anatomique et quand elle concernait qu'un seul site, elle était extra-hépatique dans 60% des cas et intra-hépatique dans 20% des cas. Donc voici les résultats concernant la survie post-récidive avec une médiane après la récidive à 18,4 mois, une survie à 1 an qui est à 61% chez ces patients, à 3 ans à 25% et 13% à 5 ans. On avait des données ensuite concernant le traitement qui était proposé en cas de récidive et donc pour un patient sur 3 environ, une prise en charge dite curative était proposée et en général il s'agissait de la chirurgie pour 63 patients parmi les 78 et quelques cas de destruction percutanée. La majorité des patients avaient une prise en charge palliative qui était proposée avec ou un traitement loco-régional pour 6% des cas, donc faible proportion, mais majoritairement un traitement systémique et en premier lieu le sorafenib. Donc, dans cette étude, l'AMM pour l'atézo et le bevacizumab concernent une très faible proportion de la période de recrutement. Et comme vous le savez, après greffe hépatique, c'est un traitement qu'on a du mal pour l'instant à proposer au vu du risque de rejet. Et donc quand même pour 15% des patients, des soins de support qui étaient proposés d'emblée, donc une proportion non négligeable chez des patients transplantés hépatiques. Si on regarde la survie en fonction du traitement, de l'intention curative ou non curative du traitement de la récidive, on voit à 5 ans, donc si on était en curative, une survie qui était à 70% et 45% à 10 ans et qui chute de façon majeure si on est dans une prise d'attitude plutôt non curative avec 33% de survie à 5 ans et seulement 6% à 10 ans. Concernant les facteurs associés à la récidive tardive, donc après 2 ans, on retrouvait donc pour 4% des patients une réponse complète sur l'explant, donc une absence totale de cellules carcinologiques sur le foie explanté. Et donc ces patients étaient associés à une récidive plus tardive. En revanche, les patients qui avaient une récidive plus précoce ont retrouvé comme facteur associé une dernière AFP qui était supérieure à 100 nanogrammes par millilitre, sans trop de surprise. Et donc voici les conclusions de ce beau travail qui mérite encore d'être augmenté. Donc une récidive après 5 ans de transplantation chez un patient sur 5, donc une récidive tardive. Et là, ça pose beaucoup de questions concernant les modalités de surveillance de ces patients qui ne sont pour l'instant pas codifiées. Chez un patient sur 3, une proposition de traitement curative était faite et on voit que c'est un enjeu majeur pour augmenter la survie chez ces patients et donc un enjeu important de retrouver les patients qui peuvent bénéficier de cette prise en charge curative. Le sorafenib dans cette cohorte qui restait le traitement de première intention le plus utilisé. Et puis, je vous en ai pas parlé, mais il y avait aussi quelques données concernant l'immunosuppression et notamment l'utilisation des inhibiteurs de mTOR. Mais quelle que soit leur période d'introduction, avant le carcinome ou tardivement, il n'y avait pas d'association au pronostic une fois que la récidive était arrivée. Merci pour ces très jolis résultats. Donc, c'est une grande cohorte, hein, c'est très informatif. Effectivement, comme tu le dis, il va falloir standardiser un petit peu la surveillance après transplantation hépatique.
et puis s'intéresser aussi à la durée, parce que quand même quasiment 20% de récidives tardives, c'était des résultats, enfin peut-être pas complètement attendus. Dans cette cohorte, donc il y a eu une forte proportion de traitements curatifs, aucun retransplanté en fait. Non. Alors ça a été aussi, ça fait partie des discussions lors de la communication. Effectivement, c'est des patients qui normalement ont un pronostic qui est plutôt bon et donc c'est pas complètement exclu de pouvoir leur proposer une retransplantation, bien sûr si la localisation de la récidive est intrahépatique. Mais dans cette cohorte, il n'y avait pas de cas et ça reste quand même une minorité de patients chez qui on peut proposer ce genre de prise en charge. Très bien. Eh bien, je crois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Je te remercie beaucoup, Lucie, pour la qualité de présentation et le respect du temps aussi. Et je propose de céder la parole à Isabelle Rosa, qui va nous faire une restitution du symposium AFEF Femmes et Foi, qui a comporté donc 4 interventions. Isabelle, à toi. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, donc 4 interventions qui étaient toutes excellentes. Et je vais essayer de ne pas trop saboter le travail de mes collègues à cause effectivement d'un problème de temps et de synthétisation. Donc, on va commencer avec la contraception œstroprogestative et les maladies du foie, avec tout d'abord un rappel sur ce qu'on connaît déjà tous, c'est-à-dire les complications des œstroprogestatifs chez les femmes sans qu'il y ait de maladies hépatiques associées. On le sait, ça peut induire chez certaines patientes une cholestase intrahépatique. On le savait certainement avec les premières pilules, notamment qui étaient extrêmement dosées en œstrogène. Et ces cholestases intrahépatiques sont devenues beaucoup plus rares depuis que on a les progestatifs et les œstrogènes microdosés. Alors finalement, en dehors d'une prévalence qui reste assez élevée dans certains pays comme le Chili ou la Scandinavie, on s'est aperçu que les facteurs de risque actuels de développer une cholestase intrahépatique liée à la contraception par œstroprogestatif, eh bien, c'est le fait d'avoir un antécédent de cholestase gravidique, une cholestase récurrente bénigne, une mutation MDR3 ou MRP2 ou encore une mutation hétérozygote du gène ABCB11 qui code pour la BSEP. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il faut quand même un gros contexte génétique pour avoir une mauvaise tolérance de ces œstroprogestatifs et pour que ça induise une cholestase. Quand on regarde maintenant les patientes chez qui il avait été diagnostiqué une BRIC ou une cholestase récurrente familiale, eh bien, on s'aperçoit que globalement que les facteurs de poussée de cette cholestase sont dans 30% des cas des facteurs hormonaux, comme la grossesse, mais également la contraception par œstroprogestatif. Donc, ça confirme bien le risque de voir survenir une cholestase chez ces patientes. Alors, un autre effet indésirable que l'on connaît assez bien des œstroprogestatifs, c'est la survenue d'adénomes hépatiques. Et vous voyez ici sur le fichier représentatif des différentes sortes d'adénomes hépatiques que clairement, il y a une influence nette des œstrogènes dans la survenue de ces adénomes, principalement pour les inflammatoires et pour les sonic hedgehog, où là, vraiment, le rôle des œstrogènes a été mis en évidence. Alors, d'une autre façon, on a également prouvé que le fait d'arrêter les œstroprogestatifs permettait de voir réduire la taille des adénomes. Et la différence, c'est qu'en fonction de la taille de ces adénomes, plus ils sont gros, plus ils vont mettre de temps à diminuer, voire à disparaître. Et ça semble assez logique. Alors, qu'en est-il maintenant des maladies induites par les œstroprogestatifs, et notamment leur rôle dans les maladies vasculaires du foie? Alors, on sait assez bien que dans, par exemple, le syndrome de Budd-Chiari, la contraception œstroprogestative est un facteur de risque. Ça a été montré il y a déjà de nombreuses années, avec un odds ratio à 2,4. Et vous voyez que dans cette étude, 50% des patientes qui présentaient un Budd-Chiari avaient une contraception par œstroprogestatif. Pour ce qui concerne la thrombosport, là, on a moins d'études et il semblerait que l'odds ratio soit un peu moins élevé, de l'ordre de 1,5. Et dans les différentes études qui ont été rapportées ici, que ce soit celle de 2009 ou une plus récente de 2022, le taux de patientes qui prenaient des œstroprogestatifs au moment de la thrombosport est assez élevé puisqu'il varie de 30 à 44%.
Un cas particulier pour les pélioses, qui sont quand même beaucoup plus rares. Il se trouve que ces lésions du foie sont, elles, rarement secondaires aux œstroprogestatifs seuls, mais souvent associées à d'autres facteurs comme la péricardite. Et malheureusement, ces lésions ne sont pas toujours réversibles à l'arrêt des contraceptifs œstroprogestatifs. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans les maladies vasculaires du foie, c'est que finalement, oui, la contraception orale par œstroprogestatif est un facteur aggravant, mais souvent n'est pas isolé et s'associe à d'autres facteurs, comme souvent c'est le cas pour ces thromboses ou ces maladies de Botkin. Alors, récemment, en 2021, l'ASLD a commis des recommandations pour la contraception au cours des maladies chroniques du foie. Il est intéressant de voir qu'on peut s'y retrouver un petit peu, mais qu'on peut aussi trouver qu'il y aurait peut-être des petites annotations qu'on pourrait faire différemment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de contraception par œstroprogestatif, donc la double, il y a une contre-indication claire pour tout le monde en ce qui concerne la cirrhose décompensée, en ce qui concerne les maladies vasculaires telles que le Budd-Chiari, les antécédents ou l'existence d'un adénome hépatique, et puis la dysfonction du greffe. En revanche, pour la SLD, il n'y a pas de contre-indication claire pour la cirrhose compensée ou pour des patientes qui auraient été transplantées avec un greffon qui marche. Cela dit, en raison du risque thrombotique supérieur avec les œstroprogestatifs, il semble plutôt raisonnable de proposer une alternative aux patientes qui ont une cirrhose même compensée ou aux patientes transplantées et d'utiliser dans ce cas une contraception par progestatif seul, que ce soit un progestatif microdosé ou encore un implant ou encore des dispositifs intra-utérins tels que le cuivre. Alors, on pourrait même aller un peu plus loin dans les recommandations, même si on n'a pas encore assez de recul dans la littérature, parce que c'est vrai que le sujet n'intéresse pas tant de monde que ça. Mais finalement, qu'en est-il de la contraception des femmes qui ont des hépatopathies chroniques, qui ne sont pas encore au stade de cirrhose et qui sont liées au NASH ou au NAFLD? Probablement qu'il vaudrait mieux proposer une contraception par progestatif simple en raison du risque cardiovasculaire déjà élevé chez ces patientes et que l'on pourrait majorer avec un traitement œstroprogestatif. De même, en ce qui concerne les hépatites auto-immunes et surtout les patientes qui sont traitées par corticoïdes au long cours, on sait maintenant que les corticoïdes au long cours entraînent une majoration du risque cardiovasculaire. Et là encore, ça pose problème de rajouter un traitement par œstroprogestatif chez ces patientes. Et enfin, on a peu de travaux sur les maladies cholestatiques, mais il est probable, et ça je vous l'ai montré tout à l'heure, que ces cholestases étaient aggravées en cas de maladie génétique et de mutation au niveau des gènes de ABCB4, ABCB11 ou du gène de la BSEP. Et donc, il est probable que ça aggrave également les maladies cholestatiques du foie. Donc, finalement, pourquoi pas ne pas utiliser plutôt des progestatifs seuls? Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'intéresse de si près à la contraception chez les cirrhotiques, puisque jusqu'à présent, c'était quand même assez rare de croiser une femme cirrhotique enceinte. Eh bien, on s'aperçoit que là, en fonction des générations, il y a de plus en plus de femmes, notamment des femmes jeunes, hein, puisque regardez, l'étude s'était basée sur des cohortes et on avait regardé à l'âge de 35 ans. Il y a une grosse progression du nombre de patientes présentant une cirrhose, que ce soit chez les baby boomers, que ce soit chez la génération X dont nous faisons partie, Nathalie, ça j'ai appris ça, et voir la génération des millennials, qui serait plutôt celle de Lucie, je pense. Clairement, on voit une progression du nombre de cirrhoses. Pourquoi? Parce qu'elles sont mieux dépistées. Et ça, on a les tests non invasifs de fibrose qui ont permis de mettre en évidence des cirrhoses qui sont généralement des cirrhoses non décompensées et pas des cirrhoses comme on peut l'imaginer, la différence entre une acite et une grossesse, par exemple. On n'en est plus là. Et ça pose le problème, effectivement, du désir de grossesse chez ces femmes. Et ce qui semble extrêmement important, et ce qu'on ne fait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, c'est la consultation préconceptionnelle pour ces femmes. Au mieux, ce serait formidable si on arrivait à mettre en place une consultation multidisciplinaire avec les pathologues, l'obstétricien, le réanimateur éventuellement,
le généticien, et puis après, en fonction, le pédiatre, etc. Ne pas oublier que si éventuellement le partenaire est là, c'est pas plus mal, pour un petit peu discuter des risques, parce que c'est pas rien d'aborder la grossesse quand on a une cirrhose. Clairement, il y a les risques liés à l'hypofertilité, mais également les risques de mettre en péril la vie de la mère, la vie de l'enfant. Et puis, concernant les cirrhoses qu'on peut trouver chez les femmes jeunes, il y a toute la partie des maladies héréditaires, telles que la maladie de Wilson, les hépatites auto-immunes, etc., où il va falloir aborder la question du dépistage, notamment du dépistage anténatal. Enfin, le dernier point à aborder, c'est la poursuite des médicaments de la pathologie sous-jacente au cours de la grossesse. Par exemple, on peut parler du Celsep, qui est formellement contre-indiqué, ou encore des anticoagulants qu'il va falloir arrêter et faire un relais par héparine de bas poids moléculaire pour les maladies vasculaires. Donc voilà pourquoi cette consultation est primordiale. Et lorsqu'on regarde les conséquences pour la mère en termes de survie, eh bien, la complication maternelle principale, c'est la rupture de varices œsophagiennes. Il y a clairement une augmentation de l'hypertension portale, notamment au niveau du 6e mois, et la mortalité maternelle, elle est liée pour plus de 40% des cas à la rupture de varices œsophagiennes. Ce qui fait que clairement, on a une mortalité maternelle qui est multipliée par 80. Cette mortalité, elle est liée au score de MELD et elle est augmentée quand le MELD est supérieur à 10. De façon inverse, pour un MELD inférieur à 6, il n'y a presque pas de mortalité ni de morbidité pour la mère et pour l'enfant. Alors, comment faut-il faire pour dépister cette hypertension portale chez la femme enceinte? Au mieux, il faudrait que la femme ait une endoscopie dans l'année précédant la conception. Si c'est le cas et qu'il existe ne serait-ce que des petites varices, il va falloir traiter soit par bêta-bloquant pour les petites varices, soit par bêta-bloquant ou ligature jusqu'à éradication complète les grosses varices. Et en revanche, s'il n'y a pas eu d'exploration pré-conceptionnelle, eh bien, il va falloir réaliser l'endoscopie au 2e trimestre. Là encore, le schéma est le même. S'il y a des petites varices, il faudra commencer les bêta-, et s'il y a des moyennes ou grosses varices, faire la part des choses entre les bêta- ou la ligature. Les bêta- sont autorisés pendant la grossesse. Alors, l'autre pathologie qui est associée à la grossesse et cirrhose, c'est la cholestase gravidique. Elle survient avec une prépondérance 10 fois plus importante chez les femmes ayant une cirrhose et quelle que soit l'étiologie de la cirrhose. Ce qui fait que dans cette étude, les auteurs recommandaient de doser les acides biliaires dès le 4e, 5e mois, ce qui est beaucoup plus précoce que ce qu'on peut faire chez une femme qui n'est pas cirrhotique. Pourquoi? Parce qu'on pourrait débuter le traitement dès l'élévation des acides biliaires et ne pas attendre soit le prurite, soit la cytolyse pour commencer le traitement. En ce qui concerne l'enfant, vous voyez que les complications peuvent être également importantes, à plus de 50% des cas, avec dans ce travail qui certes comportait des femmes qui avaient des scores de MELD élevés, supérieurs à 10, et la moitié d'entre elles avaient déjà une hypertension portale. Vous voyez quand même que 42% de ces femmes allaient perdre le bébé avant la naissance et que dans 17% des cas, l'enfant terminait en soins intensifs, principalement chez les femmes qui avaient un MELD supérieur à 10, avec un risque de prématurité qui reste important. Donc tout ça est à prendre en compte et à négocier. Alors, sans transition, on va passer au problème de l'alcool. J'ai volontairement réduit le topo d'Alexandre qui était sur les stéatoses à la version alcool et stéatose, avec d'abord une très mauvaise nouvelle pour nous, mesdames, puisque là, c'est prouvé, la vitesse de progression de la fibrose, elle est différente, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, avec, vous voyez, un risque relatif de cirrhose au-delà de 5 verres, qui est de 12,44 pour les femmes pour uniquement 3,80 pour les hommes. Ce qui a emmené la FEF, notre superbe association, n'est-ce pas, à recommander de façon forte une limitation à 14 verres par semaine pour les femmes pour le risque de cirrhose versus 21 verres par semaine pour les hommes. Il va falloir s'y faire.
Et finalement, les mauvaises nouvelles volant en escadrille, on s'aperçoit que l'effet synergique de la fibrose, de cette progression, il est majoré par la présence d'un syndrome métabolique et un tabagisme actif. Ainsi, vous pouvez voir que le facteur de risque de voir survenir une fibrose, il est beaucoup plus important lorsqu'il y a une consommation d'alcool supérieure à 150 grammes par semaine, associée à un BMI supérieur à 30, ou bien encore au fait de fumer, ou encore au fait qu'il existe un diabète de type 2. Et ce qui fait que tous ces travaux, tous ces résultats, pardon, ont été montrés avec l'étude Million Women Study, qui a suivi 1 million de femmes pendant plus de 6 ans. Et vous voyez clairement qu'il existe une synergie entre le risque lié à l'alcool, au BMI, au diabète et au nombre de cigarettes, avec une augmentation claire du risque de cirrhose chez les femmes. Alors, l'alcool et les femmes, c'est toute une histoire. Et finalement, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il faut vraiment dépister avant la cirrhose, parce qu'il y a des éléments de fragilité qui sont propres au sexe féminin et qui sont notamment la représentation sociale de la consommation d'alcool chez les femmes, une importance plus marquée de la dépression, de l'anxiété, ça c'est connu, mais surtout le fait qu'il y ait souvent un contexte d'alcoolisation dans un contexte de violence conjugale, de violence sexuelle, de problèmes financiers et de précarité sociale. Et tout ça est extrêmement compliqué à prendre en compte et d'aider avec vraiment une prise en charge addictologique va être franchement différente de celle qu'on peut utiliser chez les hommes. Alors, on en finit avec 3 diapositives sur le risque carcinome hépatocellulaire et les disparités hommes-femmes, pardon, avec ce beau travail qu'a présenté Charlotte Costantin au GIFOD et qui s'est attachée à essayer de voir les disparités en France, puisqu'elle a pris pour ça un registre de population, 26 000 personnes, 5 000 femmes, 20 000 hommes, et vous voyez qu'en termes de conséquences et de causes liées de la maladie hépatique en fonction des hommes et des femmes, il existe une différence notable, puisque autant on voit chez les hommes que 50% est lié à l'alcool, chez les femmes, ce sont les hépatopathies indéterminées, en gros la NASH, puisque c'est quand même ce qui a été étiqueté indéterminé. Il faut savoir que le recueil des données a été fait sur une cohorte entre 2007 et 2012, ce qui explique que probablement la NASH a été moins bien définie et que tout ça entraîne à des différences importantes et de façon très étonnante, et c'est très différent de ce qu'on peut voir dans le reste du monde, où là, de façon étonnante, les femmes ont accès au traitement curatif que les hommes. Et ceci est net et significatif, que ce soit pour la radiofréquence ou la transplantation, un peu moins pour la résection. Ce qu'il faut voir ensuite, c'est que malgré cela, la mortalité est moindre chez les femmes que chez les hommes. Et même si les deux courbes semblent à peu près se chevaucher, il y a une différence significative de survie chez les femmes plus importante que chez les hommes. Alors, on n'a pas vraiment d'explication pour tout ça, mais si on veut résumer un petit peu l'état du carcinome hépatocellulaire en France et en fonction des différences hommes-femmes, il y a souvent plus de causes indéterminées chez les femmes, moins de cirrhose sous-jacente, moins de traitements curatifs, mais de façon très bizarre, un meilleur pronostic global. Et puis, tout ça fait qu'il va y falloir faire des études spécifiques et probablement prendre en compte le genre et le sexe féminin dans les futures études sur le carcinome hépatocellulaire. Voilà, j'en ai terminé. C'était, j'espère, assez, disons, ressemblant aux présentations initiales. Et Nathalie, je te repasse la parole. C'était très bien, Isabelle. Merci beaucoup. On a bien compris les messages essentiels. Quand on a une femme cirrhotique enceinte, c'est l'hypertension portale qui domine le pronostic. Si elle n'a pas eu de fibroscopie dans l'année qui précède, il faut en faire une au 2e trimestre de grossesse. Tu ne parles pas des tests non invasifs. Ils n'ont pas de place dans ce contexte-là. On est d'accord? Tu nous as bien parlé des bêta-bloquants en nous disant qu'il n'y avait pas de problème chez les femmes enceintes pour avoir des bêta-bloquants, que ce soit
du propranolol ou du carvedilol. Oui. Que simplement, il allait falloir surveiller l'enfant parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie chez l'enfant, etc. Ouais. Donc, OK. Il y a une question dans le chat qui te concerne. Et est-ce que l'accouchement par voie basse est contre-indiqué au vu des ruptures de varices œsophagiennes? Alors non, il n'est pas contre-indiqué, au contraire, parce qu'en fait, les césariennes il y a un gros risque de décompensation, notamment d'acide. Et alors là, après, il y a un écoulement par la cicatrice, c'est compliqué. En revanche, c'est compliqué d'accoucher sans faire d'effort de poussée. Et donc, il va falloir trouver une méthode, en tout cas, utiliser soit les forceps, soit des ventouses, de façon à limiter les efforts de poussée. Et Sophie Hilaire a parfaitement insisté dans son sympo en disant qu'il fallait que ce soit des seniors qui accouchent, de façon à pouvoir gérer les efforts de poussée de la femme, parce que c'est effectivement, il peut y avoir des ruptures de varices au moment de l'accouchement. Eh bien, merci beaucoup Isabelle. Les autres messages concernent la contraception orale, ou pas orale d'ailleurs, avec finalement très peu de place des œstroprogestatifs et une place peut-être plus importante encore que dans les recommandations de la SLD des microprogestatifs, en tous les cas des progestatifs. Eh bien, merci beaucoup. On voudrait remercier les deux oratrices qui ont parfaitement tenu leur temps de parole. L'auditoire pour les questions qui ont été posées, nos partenaires industriels qui nous ont accompagnés sur ce webinaire, Sim qui nous a encadré aussi sur l'aspect logistique. Les prochaines manifestations de la FEF sont nombreuses et donc n'oubliez pas de venir à Toulouse le 1er et le 2 juin pour la restitution des recommandations sur le TIPS. Ensuite, quelques jours plus tard, le 8 juin, ce sera la journée internationale de la NASH et à cette occasion, un nouveau webinaire sera réalisé intitulé « NASH, on se bouge ». Et enfin, en octobre prochain auront lieu les 93e journées de la FEF, où nous espérons vous retrouver nombreux. Merci à tous, bonne soirée. Ce webinaire sera retransmis sur le site de la FEF et vous pouvez également retrouver toutes les communications qui ont été présentées sur votre site Megifod jusqu'au 2 mai. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir.